Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% D1 des équipes de The Playoff. On est de retour après cette 10e journée de championnat de France de D1, 10e journée qui n'était pas la dernière puisque un dernier match va se jouer la semaine prochaine. On va y revenir assez longuement avec notre invité du jour. Avant ça, laissez-moi vous présenter l'équipe qui est avec moi comme toutes les semaines, enfin une équipe élargie. Là, on a pris tout le monde. Tous les gens disponibles sont venus. Il y a mon jus, salut Julien, comment tu vas ? Salut tout le monde, ça va bien? Il y a Maxime, non, n'importe quoi. Il y a Mathias, je me trompe de nom. Il y a notre Mathias des Grizzlies catalans. Salut Mathias, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va? Il y a aussi Jean, notre stagiaire, qui était du côté de Marseille cette semaine. Il nous est revenu tout bronzé du match entre les Blue Stars et l'Iron Mask de Cannes. Salut Jean, comment tu vas? Salut Flav, salut à tous. Le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai vu l'un des plus beaux matchs de cette 10e journée. Et nous avons avec nous un membre des Argonautes d'Aix-en-Provence. On en parle depuis peut-être la 2e ou 3e semaine d'inviter un membre des Argonautes. On n'avait jamais trouvé le bon moment. Voilà, c'est fait, on l'a trouvé. Notre ami des Argonautes, c'est Clément. Salut Clément, comment tu vas? Bonsoir, me voilà. Et voilà. Alors, l'invitation. On précise que ce n'est pas les Argonautes qui ont mis du temps à nous donner un joueur, c'est nous qui avons mis du temps à inviter les Argonautes, parce qu'à chaque fois, il y avait quelqu'un d'autre qui faisait de l'actualité. Et puis Mathias, il est resté pendant 6 semaines. Il est en location longue durée, donc bon, forcément, déjà, ça a pris des spots. Mais voilà. Donc on est très heureux d'avoir les Argonautes, parce que on a été intrigué par cette saison et on en a déjà souvent parlé dans ce podcast. C'est une équipe qui, pour l'instant, est à 3 victoires, 6 défaites. Alors sur le bilan, on se dit bon, c'est pas forcément fameux, même si par rapport à la saison dernière qui avait été encore plus compliquée, il y a déjà du mieux. Mais dans le jeu, on a l'impression que cette équipe vaut mieux que son bilan. C'est quoi ton regard, toi, là-dessus, Clément? Est-ce que pour toi, le bilan est un peu sévère pour les Argonautes? Pour nous, il n'est pas sévère. Quelque part, c'est de notre faute si on en est là. C'est pas de la faute de qui que ce soit d'autre. Maintenant, effectivement, on a un bien meilleur potentiel que l'année dernière. La saison s'annonçait beaucoup plus sympathique au départ. Voilà, après, il y a eu des soucis comme toutes les équipes avec une perte de certains nombres de joueurs à cause de blessures, ce genre de choses. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de désillusions. C'est une équipe qui avait besoin de se construire avec un mercato un petit peu important, des gens qui venaient d'autres villes qui sont venus s'installer dans le sud. Il y a eu peut-être, l'équipe se construit à peine, l'esprit d'équipe met un peu de temps à se mettre en place. Là, on y est, on commence à avoir de vraies bases solides. Mais je pense que ça fait partie des choses qui nous ont manqué pour concrétiser plusieurs matchs. On a eu vraiment des très beaux matchs. Je repense à ce match. Alors, je sais plus si c'était la 3e ou la 4e journée contre l'Iron Mask de Cannes, une défaite 34-35. Vraiment, qui s'est joué à rien contre eux, ce qui est maintenant, on peut le dire parce que c'est officiel, la meilleure équipe de la conférence sud de cette saison 2025. Vraiment beaucoup de matchs comme ça qui se sont joués finalement à assez peu de choses. Encore samedi contre les Grizzlies catalans, vous avez mis en difficulté les Grizzlies. Il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont en play-off aujourd'hui, qui ont souffert contre les Argonautes. Oui, c'est vrai, c'est ce qui nous rend encore plus fous contre nous-mêmes. Mais voilà, on est souvent fort costaud dans les premiers instants. Et puis, je pense pertinemment que ça vient de ce manque de liant qui est en train de se mettre en place et du fait de la jeunesse de notre équipe, qui petit à petit s'effiloche, on va dire. C'est toujours la question de la cohésion qui est toujours pas forcément facile pour ces équipes à mettre en place. Mathias, je sais que tu l'as souligné souvent dans le podcast, on a quand même une équipe des Argonautes qui fait preuve d'une belle attaque. Offensivement, ça a plutôt bien roulé cette saison. C'est 221 points marqués en 9 matchs. C'est quand même assez impressionnant. Ça a été l'une des seules équipes, on va revenir sur le rôle d'arbitre juste après, qui a passé 26 points aux Blue Stars de Marseille, qui est l'une des meilleures défenses. Toi, Mathias, cette équipe des Argonautes offensivement, t'a impressionné cette saison? Bah oui, et pas que moi, parce que tenir toutes les équipes, que ce soit de la première à la dernière, franchement, ils ont eu une constance dans leur attaque tout au long de la saison. Je pense que si
si leur défense était peut-être un peu plus ajustée, ils seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Je pense ils auraient leur place en play-off, peut-être même à la place des Ours. Voilà. Toi, Clément, c'est un peu l'idée que t'as, c'est une grosse force offensive et malheureusement la défense qui a parfois pêché un petit peu. Ouais, Toi qui en plus effectivement, fais partie de la défense. oui, non, mais effectivement, sur la majorité de la saison, l'attaque nous a porté sur une grosse partie des matchs. On n'a pas encore su leur rendre, c'est dû à plusieurs choses, mais la première, c'est qu'on a un effectif qui s'est réduit vraiment très très rapidement. On fait des matchs avec pas ou peu de remplaçants, beaucoup de pépins physiques, des joueurs qui jouent avec peut-être 70-80% de leur capacité. Et puis, encore une fois, je pense que c'est les squads qui avait beaucoup bougé au début de la saison et qui a eu du mal à se remettre en route et à partir tous ensemble dans la même direction. C'est vrai que c'est... Oui, vas-y. Oui, pour rebondir sur ce qui vient de dire Clément, parce qu'au final, c'est vrai que vous avez quand même une saison un peu particulière. Bon, déjà, en D1, on joue de janvier à juin. Là, vous avez eu 2 matchs reportés. Ouais. T'associes ça un peu à tout ce que tu dis que le club a vécu. C'est vrai que ça fait quand même un peu une saison longue et il faut encaisser beaucoup de choses pour tenir jusqu'à la fin, quoi. Ouais, c'est assez compliqué. Là, on enchaîne 3 ou 4 matchs d'affilée avec celui qui arrive la semaine prochaine. Il y a des joueurs qui font du double plateau et pas forcément dans nos imports, hein, des joueurs qui sont soit des Argos, soit d'autres clubs en France qui nous ont rejoints cette année. On a des gars... Thompson qui joue leading receiver et qui jouait déjà un peu en défense sur les derniers matchs. C'est ça, et puis qui nous a fait vachement de bien, il nous a apporté vachement d'oxygène, mais c'est pas le seul. Je pense à Axel Marie qui est un receveur qui revient de cégep, qui fait un taf monumental. Alors il est pas parfait à chaque match, mais bon, quand on fait double, voire triple, voire quadruple plateau, parce qu'ils sont aussi sur les teams, chapeau quoi. Et c'est vrai qu'on en parlait de cette attaque, mais on a vraiment eu des joueurs. Alors tu parlais de Dominic Thompson, il y a Alexandre Animel aussi qui a fait un une grosse, notamment deuxième partie de saison, mais une grosse saison en général. Même Jason James, hein, le quarterback qui a réussi aussi très très bien. Alors on sait que c'est un quarterback qui a déjà joué en France ailleurs, mais il s'est vraiment rodé et on sent vraiment une progression par rapport à ce qui se faisait l'année dernière du côté des Argonautes. L'an dernier, ça a été vraiment très très compliqué. Là, cette année, ça quand même, il y a quand même eu beaucoup plus de positifs. Alors, cette équipe des Argonautes est quand même dans une position particulière parce que tu l'as dit, Jus, il y a eu ces matchs reportés. Alors ça, c'est les conditions climatiques, personne n'y est pour rien. La deuxième journée qui a été reportée et la 6e, ce qui fait que en fin de saison, les Argonautes se retrouvent à jouer consécutivement les Blue Stars, les Grizzlies et les Ours, autrement dit, les 3 équipes qui sont en lutte pour les playoffs. C'est l'arbitre. Oui, c'est l'arbitre de cette fin de saison. Les Argonautes, eux, depuis la victoire des Grizzlies la semaine dernière, n'ont plus rien à jouer officiellement. De toute façon, ils ne seront pas qualifiés, mais ils ont ce rôle d'arbitre. Ça vous donne un certain pouvoir quand même, Clément, dans cette fin de saison? C'est pas un pouvoir qu'on a particulièrement demandé. Je pense pas que ce soit un pouvoir qu'on va particulièrement utiliser non plus. On va surtout continuer à essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et de continuer d'essayer d'improve le mieux notre score par rapport à l'année passée pour continuer de se relancer sur une nouvelle saison pour 2025-2026 avec le plus d'envie et le plus de choses à prouver possible. Alors, on a une bonne nouvelle du côté d'Aix-en-Provence déjà, hein, on vous le dit tout de suite, c'est que Mathias ne viendra pas dans le costume de Jason pour la semaine prochaine. Il avait prévu de venir si jamais les Grizzlies étaient en ballottage et qu'il fallait une victoire des Argonautes contre les Ours. Bon, on y reviendra tout à l'heure, les Grizzlies sont qualifiés, donc vous aurez peut-être des Marseillais qui viendront, Adrien Linda fera peut-être Jason ou je ne sais pas qui d'autre, mais en tout cas ce sera pas Mathias. Il avait prévu de venir, mais ce sera pas lui. Bon, c'est comme ça, c'est triste, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre de plus sérieux? Le rôle d'arbitre, c'est vrai que c'est quand même important. Alors on va dissiper tout de suite toute phase de doute. Parce que c'est une question que Mathias t'a posée et qu'on va poser. On est d'accord que vous ne laisserez pas gagner les Ours de Toulouse pour éliminer Marseille, qui est votre rival historique. C'est vrai que c'est notre rival historique.
à part depuis quelques années, parce que la vie a fait qu'on est d'un moins bon niveau depuis quelques années, mais c'est le flash. Oui, c'est vrai. Oui, effectivement. Et on aimerait justement revenir à ce que ça redevienne notre vrai rival historique. C'est vrai. On va dire un rival géographique pour les. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais du coup, non, effectivement, on n'a pas ce genre de mindset à se dire, ah oui, ben, on les aime pas, on les apprécie pas, donc on va tout faire pour perdre un match et à les empêcher de passer. Ça n'a pas de sens, c'est pas dans nos gènes et c'est pas dans les valeurs qu'on met en avant, donc on va tout faire pour gagner le match qui arrive la semaine prochaine. Alors, c'est à 19h, si je dis pas de bêtises, et je sais que je dis pas de bêtises parce que Guillaume me l'a confirmé. C'est à 19h du côté d'Aix-en-Provence, le match contre les Ours, hein, c'est bien chez vous, je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est à la maison, c'est à la maison. Voilà. Est-ce que tu as un petit mot à dire aux gens qui sont peut-être jamais venus voir de foot US à Aix-en-Provence ou qui hésitent à venir, pour les inciter à venir vous voir pour ce dernier match, parce que c'est la fête à la maison. C'est le dernier. Ouais, et puis en fait depuis quelques années, ça fait 2-3 ans qu'on a une énorme équipe de bénévoles qui mettent énormément de choses en place et qui rendent en fait un match attrayant pour les gens, bien évidemment les familles qui viennent voir les joueurs, les gens qui connaissent déjà le football américain, mais pour plein d'autres gens qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui au final pour le football américain, on est super content parce qu'on a un stade qui est souvent rempli. Avec à côté du foot une équipe de cheerleading géniale avec des jeunes qui mettent l'ambiance, que ce soit pendant le match, pendant la mi-temps, enfin voilà, ils font durer le match sur toute la durée et on a eu que des retours positifs malgré parfois des matchs très peu avec de nombreuses défaites à domicile cette saison. On va envoyer Jean pour aller à Aix-en-Provence samedi. Il était pas au courant, mais hop, il est parti. Il est déjà dans le train d'ailleurs. Au revoir Jean, à samedi. Ouais. Oh, il serait content de venir. C'est juste que ça coûte trop cher en déplacement à la boîte. On va pas se le cacher. Vous avez la fête foraine aussi à Aix devant le stade. Oui, ça y est, c'est bon. Voilà. Ça a été clôturé, ça. Ah. On voit Mathias n'y aller que pour la fête foraine. Pas dommage, tu peux rester là. Reste à Perpignan, ça sert à rien d'y aller. Tu vois, reste devant la 3FA TV. On rappelle que tous les matchs sont visibles gratuitement sur la 3FA TV. Gratuitement, on insiste là-dessus. Gratuitement sur la 3FA TV. N'hésitez pas à aller y faire un tour, à aller regarder tout ça. Et bien évidemment, les résumés sont disponibles aussi sur YouTube. Mon cher Julien, est-ce que tu as une question pour notre ami des Argonautes ? Ouais, non, mais justement, pour revenir un peu sur ton aspect qui est la défense, qu'est-ce que tu penses quel a été votre meilleur atout cette saison et peut-être votre plus gros défaut, en dehors du fait que, au niveau gestion effective, départ, blessure et tout, quelle aurait pu être vos pistes à améliorer? Et puis, qu'est-ce qui reste quand même au pire à préparer pour la saison prochaine, quoi? Ce qui reste à préparer pour la saison prochaine, je ne saurais pas le dire exactement. Là, pour les DB, par exemple, on est 4 sur 4, quoi, avec parfois des DB qui descendent en linebacker, ce genre de choses. Donc, pourquoi pas essayer de faire venir des gens, mais en même temps, nous, on a envie de faire évoluer le club, et pas avec des mercenaires. On veut que ce soit des gens qui s'attachent au club, qui viennent créer quelque chose. On est sur un projet sur plusieurs années. Donc l'idée, c'est pas juste de recruter plein de gens qui viennent faire une saison puis qui s'en vont. La force de la défense, c'est que malgré tous les points qu'on a pu prendre dans la tronche cette année, on a su toujours essayer de jouer à notre maximum toute la saison. Malgré les pépins physiques, on a été plusieurs à devoir changer de poste, changer tout dans la tactique. Enfin voilà, on a su quand même surmonter tout ça et je pense qu'on est en train de construire un groupe solide et on espère que d'autres gens vont pouvoir venir y contribuer et que l'année prochaine sera meilleure en termes de statistiques parce que on a pu voir des belles choses quand même et même si les statistiques sont pas toujours sont souvent pas favorables du tout, mais il y a de très bonnes choses, il y a beaucoup de potentiel, donc maintenant toutes les cartes sont dans nos mains pour faire une meilleure saison là-dessus l'année prochaine. Oui, puis même sur vos 2 derniers matchs, là, contre le match reporté contre Marseille et avec Exley, c'est vrai que franchement, c'est des matchs où on sent que ça clique et si un truc comme ça se produit plus tôt dans la saison, on peut sentir qu'une équipe comme ça, elle peut aller plus loin, quoi, si ça tient longtemps, quoi. Ouais, bien sûr, et c'est tout le but du
projet qu'il y a. Ça fait longtemps que les Argonautes, on est dans une passe un petit peu complexe en D1. Maintenant, là, on est sur un projet avec coach Manu Maguet qui est venu récupérer l'équipe senior, qui a un projet sur 4 ans. Il en est qu'à sa 2e année. On a déjà eu beaucoup d'améliorations et je pense que j'espère et je le pressens quand même comme ça que d'ici les 2 ans qui arrivent, si on continue en tout cas dans cette lancée, il va y avoir de belles améliorations et que ça va être bon à voir et puis bon à vivre pour nous. Ça va être sympathique à suivre. Mathias, Jean, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que vous avez une question, une remarque? Non, me dit Jean. Mathias, une question, une remarque? Non, pas une question, une remarque, mais je voulais juste savoir. Donc une question. Ouais, oui, une question. Mais Non, pas une question, je voulais savoir quelque chose. Oui, donc vous avez une question. Oh là là, c'est pas possible. non, mais il parlait de la longévité, etc. Mais est-ce que dedans, ça fait plusieurs années que revient votre import Dominique Thompson, non, il me semble? Il est venu en fin d'année dernière. En fait, on a un import qui s'est blessé et on l'a remplacé en prenant un receveur plutôt qu'un O-line. Ouais. Donc, il a joué, je crois, l'année dernière, il a joué 2 ou 3 matchs grand maximum avec nous. Et puis, il est revenu cette année. Et effectivement, je peux pas parler à la place des coachs. Ouais. Je sais pas du tout si c'est dans leur plan, si c'est dans les plans du club. Mais si en plus, vu qu'on a des imports qui fonctionnent quand même bien ensemble, si on a la capacité de les garder, je suppose que ce serait un plus pour notre équipe. Ok. En plus, on a une très bonne entente avec eux en dehors du sportif pur et dur. Donc oui, je pense que ce serait qu'un plus pour nous. Ouais. Ok, ouais, donc ça c'est bien, ok. Une dernière question sur l'équipe que t'as joué cette saison et qui t'a le plus impressionné. Donc du coup dans la conférence Sud, puisque c'est ta conférence, quelle est pour toi l'équipe la plus impressionnante cette saison? Je vais pas faire dans l'originalité, mais ça va être Cannes. Hein. Ils sont pas là où ils en sont pour rien. Physiquement, ils surclassent la plupart, notamment sur les O-line. Moi, j'ai beaucoup joué D-end contre eux. Voilà, c'est du costaud, quoi. Hein. C'est des gros bonhommes. Puis on sent qu'ils sont bien coachés, ça bouge bien. Ben voilà, il y a rien à dire à ce niveau-là, physiquement. Et puis même, je pense que tactiquement, c'était la meilleure équipe. On en parlait, et c'est bien que tu le relèves, hein, mais on en parlait la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines maintenant avec Yanis Paulin. Mais le travail de la O-line de Cannes est vraiment impressionnant aussi. Et si Yanis et Phileas Pasqualini arrivent à si bien trouver les brèches, c'est aussi parce que leur O-line fait un travail remarquable. On va en parler dans quelques instants, puisque Jean a pu admirer le travail de la O-line des Iron Mask en direct du Stade de l'Or ce samedi. Merci beaucoup Clément d'avoir été avec nous. Donc si vous avez envie d'aller voir les Argonautes contre les Ours de Toulouse, c'est samedi à 19h. Vous n'hésitez pas, et en plus c'est important pour la suite du championnat, puisque il y a un vrai rôle, il y a un vrai enjeu dans cette rencontre-là. Les Grizzlies sont là en train d'attendre s'ils prennent leur billet de train ou pas, ils savent pas, ils sont dans l'expectative. C'est quand même particulier de se dire qu'on sait pas les playoffs après la 10e journée. C'est quand même, tu vois, c'est pas tous les ans que ça arrive, mais en tout cas, allez supporter les Argonautes d'Aix du côté de leur stade ce samedi à 19h. Merci beaucoup Clément d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Clément. Et on se retrouve très très vite, et tu passes le bonjour bien évidemment à tous les Argonautes à l'entraînement. Voilà, tu les salues de la part de The Playoff, bien évidemment, les coachs et tout le monde, comme d'habitude. Merci beaucoup Clément. Au revoir. On parle rapidement, Mathias, quand même de ce match entre les Argonautes et les Grizzlies, parce qu'il y a eu match, mine de rien, et l'air de tout. Mon cher Mathias, comment tu l'as vécu, toi, cette 10e journée? Bah, ça a été un sacré match parce que, comme d'hab, Aix, ils ont réussi à tenir les Grizzlies. Alors, pas spécialement en défense, mais leur attaque a performé, alors que la tactique, c'était vraiment de double team leurs 2 menaces qui étaient Dominique Thompson et Agimel, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Accent d'animal, oui. Ouais. Puis après, quand même au sol, t'avais même Anthony Giglio aussi, qui quand il fait des bons jeux, c'est une menace, quoi. Bah, c'était une menace parce que justement, on avait tout misé sur les squads offensives. Parce que voilà, on voulait neutraliser vraiment le jeu de passe. Malheureusement, un petit peu dans le même contexte que Aix, on a beaucoup de blessés. Donc on s'est retrouvé avec
notamment Loris Saval en DB, qui est notre running back, qui prend un touchdown assez joli quand même sur la tête. Je crois que c'est l'égalisation. Voilà, donc on a été assez étonné de la résistance et de la combativité d'Aix, mais après on a su profiter de leurs erreurs, notamment C'est toujours comme ça avec les ex. Ça résiste, c'est toujours. Elle est bonne celle-là. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, elle est bonne. C'est depuis la première journée, je l'ai, celle-là, je savais pas qu'on l'a casée. Bon, il a fallu attendre le 10e. Comme on dit, c'est une équipe qui a du répondant. Franchement, quand tu regardes jouer quand même un match des Argos, enfin, tu vois qu'il y a quelque chose qui comme je dis, ça clique un peu tard dans la saison parce que, malgré tout, leur saison est assez spéciale dans leur conférence. Mais ouais, on le voit avec Jason Gaines là, qui avait une bonne poche, il envoyait des bonnes passes, il bombarde bien. Et c'est vrai qu'il faut au moins défendre contre leur jeu de passe, quoi, dans tous les cas. Et puis il est très mobile et même ils ont une assez bonne défense qui malheureusement craque généralement en fin de match. Et ça, on l'a vu tout au long de la saison, hormis contre. De mémoire, je crois que c'est que contre Cannes où il y a vraiment un gros écart de score. Et ils courent après le score constamment, mais ils savent que c'est déjà plié parce qu'après tout le reste de la saison, ils sont, je crois, à moins d'un TD de toutes les équipes contre lesquelles ils souvent. jouent. Ouais. Donc c'est assez impressionnant et c'est assez bizarre de se dire qu'ils sont dans une position qui est peut-être pas la leur cette saison, quoi. Ouais. Et là, on a eu vraiment le tournant du match. Hein. C'est quand même alors, je sais plus si c'est la fin du troisième quart ou le début du quatrième où ça passe de 21 partout à 33-21 pour les Grizzlies. Il y a 2 touchdowns quasiment coup sur coup. Et c'est vraiment là où, après derrière, c'est compliqué parce que t'es en quatrième quart-temps. Les Argonautes étaient déjà revenus une fois dans la partie. Là, tu te retrouves une nouvelle fois mené de 12 points avec 10 minutes à jouer. T'es obligé d'accélérer forcément tous tes drives. T'es obligé de chercher plus facilement les gros jeux et c'est un peu plus compliqué. Vas-y, donne-nous le MVP des Grizzlies, Mathias. Tu le donnes à qui sur ce match-là? Sur ce match-là, le MVP, j'aurais envie de dire Kaloum parce qu'il met quand même 3 TD à la course. Callum Davidson. Hein, je dirais Callum Davidson, je dirais MVP offense, mais bon, ça se joue toujours avec comment il s'appelle, avec Sean Sean Boswell. Sean Boswell. Et en défense, je dirais Terence Correa, comme d'habitude, qui est présent. Mais il faut aussi noter qu'on avait Anthony Couvin qui a joué, si je dis pas de bêtises, il était corner et strong safety qui a fait un gros match. C'est lui qui est à l'origine d'un des fumbles qui est pas appelé, mais il a fait un très très gros match pour un retour en défense alors que c'est censé être un joueur attaque. Bon, question piège qui m'est soufflée dans ma grosse oreillette par notre ami Brice-Jacques André Coquin de la Bidjack TV. Est-ce que Idriss Ramki a marqué le touchdown de l'année ce samedi? Oui. Mathias dit oui. Alors, si vous n'avez pas vu le touchdown d'Idriss Ramki, vous pouvez aller voir soit les résumés sur la chaîne YouTube. Je sais pas si c'est toi qui as fait le résumé, Jules. Mais, c'est moi. Voilà, donc tu l'as mis, je suppose. Ben oui, oui, évidemment. Donc il y a le touchdown d'Idriss Ramki sur le résumé 10 minutes, ou alors vous allez sur la page Instagram de la Bidjack TV, il y est marqué, et puis vous pourrez même donner votre avis à Brice Jacques pour savoir si c'est le touchdown de l'année ou pas, et on en profite pour saluer Brice, pour saluer Flo, pour saluer l'Afterfoot US. Salut à tous les commentateurs qui ont fait un sacré boulot cette saison. Je sais qu'ils ont reçu des commentaires pas souvent très sympas dans le live de la 3FA TV, mais bon, je souligne encore une fois leur travail parce que c'est des gens qui permettent justement de mieux comprendre ce qui se passe dans ces clubs et d'apprendre à connaître les joueurs, quoi. Chapeau. Tout à fait. Et bravo à tous les commentateurs de la 3FA TV que l'on salue. On passe aux Ours de Toulouse qui affrontaient les Dauphins de Nice. Alors là aussi, c'était un match entre équipe qui devait jouer sa survie pour les playoffs et équipe qui était malheureusement déjà reléguée. Toujours aucune victoire pour les Dauphins de Nice. Question d'honneur, en quelque sorte, pour les Dauphins. L'honneur a tourné relativement court, puisque dès le début du match, les Toulousains vont prendre 20 points d'avance, notamment grâce à un Braden Howell qui s'est montré précis à la passe, mais aussi très fort dans son jeu de course.
Ouais, bah, les Ours ont après un bon début de saison, milieu bof et puis ça a chuté. Puis, bah, là, ils ont pu, dérouler ce qu'ils savaient faire, offensivement contre une équipe, bah, qui est au bout du rouleau, quoi, hein, 10 défaites. Donc ouais, j'ai apprécié ce qu'a fait, l'attaque aérienne, et il a été, ambitieux à la passe, Howell. Bon après c'est pas aussi compliqué je pense contre une équipe des Dauphins qui a beaucoup, beaucoup aussi de soucis de roster. Mais bon, bah, bonne victoire pour eux, puis, bah, ça met du piment un peu là pour le match, reporté encore à jouer, quoi. Ah oui, on va vous expliquer après tout ce qui se passera Pour les dans implications, ouais. voilà, les implications juste à la fin de cette review Mmh. de la conférence Sud. Toi alors toi non, personnellement non, Mathias, mais toi, les Grizzlies qui ont joué les Dauphins de Nice la semaine dernière, on n'est pas revenu sur ce match-là parce qu'on n'a pas fait de podcast après le match en retard. Ça a été quand même un match qui n'a pas été si facile que ça pour les Grizzlies. C'est une équipe de Nice qui a su parfois cette saison se montrer accrocheuse quand même. Bah, étonnamment, et c'est ça qui est dommage pour eux, parce que des fois, ils arrivent quand même à surprendre les équipes. Alors, Contre est-ce que Marseille aussi, ça avait Ils ont été des serré, matchs hein. à plus de 30 points. Ouais, et puis contre Marseille, il y a bah 2 ouais, 3 semaines, ils ça avait tiennent été serré Marseille, aussi, hein. ils tiennent Marseille un moment, et puis il n'y a pas un gros écart de points. Nous, ils nous tiennent en haleine jusque troisième quart-temps. Il y a même un monde où on s'est dit quand même, on va pas perdre. Si, il y a eu un monde où tu m'as dit: «On va perdre». Mmh. Ouais, il y a un monde où vraiment je me suis dit, c'est pas possible, pas Je maintenant, veux pas pas après tout trahir ce nos qu'on a fait. conversations privées, mais si, tu l'as dit. Tu l'as dit, j'ai pas Oui, c'est vrai. confiant. Bah, Tu je pas voyais que ça déroulait, je voyais qu'il marquait coup sur coup, c'était jamais arrivé de la saison. Je me suis dit, ça y est, Nice is the new Cannes. C'est vraiment pas le moment qui se réveille, quoi. c'est panique sur la Riviera. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que depuis qu'ils ont plus leur QB américain, ils sont meilleurs. Mmh. C'est vrai que Steven Silvero fait quand même un bon boulot, Oui, ils ont une bonne, à la passe, ça déroule, hein. Ah bah, donnez-lui les clés, hein, parce que vraiment, il les bah, avait l'an dernier déjà. ouais, bah, il aurait dû les garder parce il est vraiment impressionnant. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé pour les Niçois Ouais. sur les 2 derniers matchs. Même contre Toulouse, franchement, ils ont été bon, ils sont revenus. Est-ce que c'est parce que Toulouse avait rapidement changé l'effectif? Je sais pas. Mais bon, ils ont quand même réussi, Il y a un très beau touchdown de Lenny Silva d'ailleurs pour les Niçois, un touchdown longue distance en fin de première mi-temps là, qui est assez intéressante. Et c'est là peut-être que Toulouse a été très fort aussi parce que après ce touchdown de Lenny Silva, donc ils reviennent à 20-7 les Mmh. Niçois, et on sent que Toulouse est un peu en difficulté en fin de première mi-temps. Ça déroule moins en attaque, les Niçois avancent plus. Il y a même une occasion, si je me souviens bien, de marquer un nouveau touchdown qui est stoppé par les Toulousains, et ils arrivent à remettre 3 points juste avant la mi-temps. Ça peut sembler anecdotique, mais ils repartent quand même avec des points. Et mine de rien, d'avoir remis ces 16 points d'écart juste avant la pause, et de repartir sur une dynamique où les derniers à avoir marqué en première mi-temps, c'était Toulouse, je pense que ça les a aidés à ne pas douter non plus plus que ça, et pas se dire le retour est possible. Parce que si tu es à 20-7, voire à 20-14, bah, tu peux commencer, enfin les Ours de Toulouse, c'est pas une équipe non plus ultra expérimentée pour ce qui est des playoffs, pour ce qui est de tout ça, et tu peux commencer un petit peu je pense, hein, après je suis pas joueur de foot, donc Non, non, mais bien vous sûr, me direz, bien mais sûr. je pense que tu peux commencer à cogiter un peu trop, quoi, tu vois. Non, Bah, puis dans les oui, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Non, non, vas-y, Mathias. Non, non, mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu as une avance assez confortable d'au moins Mmh. 2 TD et demi d'avance, bah, tu sais que tu peux te permettre de faire une erreur. Ce qui n'est pas le cas quand il y a un 20-14. Parce que tu sais que, voilà, enfin, c'est ce qui s'est passé à Marseille, on en parlera après. Mais voilà, tu peux pas te relâcher, quoi. C'est ce que j'allais dire pour les Dauphins, c'est quoi? Souvent, de toute façon, à un bout d'un moment, quand il y a l'écart de points qui est présent, bon, ben là, à un moment, il y a 36-7. Il y a un peu ce passage à un moment dans le match, il y a pas mal de punts, et moi, j'ai trouvé quand même le match assez fluide. Mmh. Je sais pas, d'une certaine manière, c'était, des séries de downs, ça avançait, ça puntait, il y avait les points. Je veux dire, c'est un match,
l'enchaînement des drafts, c'est con, mais les Dauphins, s'ils se concentrent, il y a quelque chose à aller chercher parce que c'est maîtrisable et tout. Il y a pas trop de flag qui vient ruiner le match, donc c'est dommage de pas aller chercher plus de points. Quoi. Je pense sincèrement, très sincèrement, que le bilan de 0 victoire 10 défaites est sévère hein, pour les Dauphins. Ils auraient mérité d'en prendre au moins une dans la saison parce que c'est vrai qu'il y a eu des matchs comme ça où on les sentait, il leur manquait toujours ce petit quelque chose. Voilà, bon bah c'est ainsi. C'est une saison ratée. On espère pour les Dauphins que ils rebondiront vite et qu'ils pourront être de retour prochainement dans l'élite du foot français. On va passer aux Blue Stars de Marseille. Alors là, on va demander à notre envoyé spécial, comment on va l'appeler? Je n'ai pas de nom d'envoyé spécial. Juan Schefter. Voilà. Juan Schefter, le Nelson Montfort de The Playoff, qui est donc parti du côté du Stade de l'Or de Marseille. Stade tu le connais bien, hein, puisque il a été dragué quelques filles du côté du Stade Vélodrome, qui est juste à côté, pendant de nombreuses semaines dans sa jeunesse. Et sa coupe de cheveux n'y est pas pour rien. Les Blue Stars de Marseille, donc, qui ont perdu 20-21 contre les Iron Mask de Cannes. Un match complètement fou. Je rigole parce que vous voyez pas la tête de Mathias. Mathias est visiblement avait un maillot de Cannes samedi. Voilà. Il a d'ailleurs une statue d'Yanis Paulin derrière lui. Voilà. Yanis, si tu nous écoutes, sache que tu es un fan de plus. Et donc, je disais ce match entre les Blue Stars de Marseille et les Iron Mask de Cannes, un match bizarre, dominé d'abord Jean par les Cannois, qui mènent 14-0. Et puis il y a ce changement, ce basculement, notamment avec la blessure justement de Yanis Paulin. Et là, on sent que le match peut basculer et les Marseillais reviennent dans la partie. Ça a été un élément déclencheur, tu l'as dit, les Iron Mask qui débutent très très bien cette rencontre avec un premier touchdown à la passe, puis un second à la course de Yanis Paulin. À ce moment-là, on se dit que Cannes aura la main mise. C'est vrai que moi, avant que le match débute, j'avais cette question de me dire déjà, est-ce que Yanis Paulin va jouer? Parce que on est dans une situation où Marseille a tout à gagner avec une victoire. En face, Cannes est déjà qualifié et sûr d'être premier de la Conf Sud. Donc on se dit, bah voilà, est-ce que Cannes ne va pas baisser le pied pour, entre guillemets, éviter une blessure, éviter quelque chose qui aurait pu leur être préjudiciable pour la suite des playoffs. Et justement, quand Yanis Paulin sort, moi, je deuxième suis sur les carton, côtés. il est blessé. Hein. Oui. Voilà, C'est avant la mi-temps qu'il sort. Ouais. C'est dans le deuxième quart-temps, il me semble. Et il sort, et quand il sort, alors je sais pas ce que vous avez vu sur A3FA TV, mais il sort, il arrive à poser qu'un seul pied au sol. On le met sur une espèce de chaise roulante du côté de la sideline. Et d'ailleurs, Flav, je t'envoie un message, je te dis, bah, je crois que pour l'interview, s'il est à l'infirmerie, ça va être compliqué. Parce qu'on avait déjà prédéfini à l'avance qui on allait essayer d'avoir. Enfin, Yanis nous a gentiment dit il savait que Jean venait et Yanis nous avait dit, bah, si vous avez quelqu'un sur place, je répondrai avec grand plaisir aux interviews. Voilà. Donc c'était lui qui s'était proposé d'être interviewé. Donc on s'est dit, bon, il va peut-être falloir chercher quelqu'un d'autre. Et puis finalement, poussé par son public et ses cheers, Marseille revient. Déjà, Marseille fait parler sa défense, chose qui n'avait pas forcément été le cas au début de la rencontre. Il y a 2 sacs qui arrivent à peu près coup sur coup. Il y a eu pas mal de flags aussi qui malheureusement c'était très haché. ont pénalisé Marseille. D'ailleurs, du côté du staff d'Arnaud Vidal, ils n'étaient pas forcément très contents. Ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de flags qui étaient lancés. Il y Nous, avait on des trouvait qu'il y en contacts avait assez. un peu. Bah oui, ils trouvaient qu'il y avait un peu trop de contacts dangereux. Voilà, Donc, ça a été haché comme c'est pas possible ce match. Ça a été flag sur flag. donc bon. Et en plus, moi, du bord terrain et pour tous les photographes qui étaient autour de moi, on comprenait pas toujours pourquoi il y avait des flags qui étaient lancés. Du côté de Marseille, on comprenait pas non plus toujours pourquoi ces flags étaient lancés aussi.
Quoi qu'il en soit, Marseille est revenu par Adrien Linda à la course, notamment. Il a su trouver pas mal d'espace. Il a fait mal cette défense de Cannes. Et puis, à un moment donné, il y a eu un moment de flottement. Marseille est revenu. On est à 14 partout, il me semble. Et puis, il y a des fumbles. Et puis, la défense prend le pas, ou plutôt l'attaque se tétanise. Moi, j'ai pas eu le sentiment que c'est la défense qui avait pris le pas. J'ai plutôt eu le sentiment que l'attaque était beaucoup moins productive de part et d'autre, jusqu'au moment où Marseille croit gagner la rencontre avec un touchdown en 2 temps, attrapé par, à chaque fois son nom m'échappe. Pedro Rosa. Pedro, ouais, Voilà, par super Pedro catch. Rosa, exactement. Et puis, comme je le dis si bien dans mon résumé, finalement, la Palme d'Or a été destinée à Cannes, qui, dans les derniers instants, de manière, je ne sais pas si vous avez trouvé ça logique, vous, messieurs, mais trouve sa supériorité, et malgré un, un Yanis Paulin qui aura joué même pas la moitié du match, Cannes a montré qu'ils savaient aussi jouer avec leur receveur, et la défense de Marseille a finalement craqué. Après, ils ont aussi un super Phileas Pasqualini pour relever Yanis Paulin. Phileas, Running back qui a joué en ELF. Hein. Voilà, Phileas, faut-il le rappeler, est un joueur qui a joué en ELF. C'est pas non plus le perdreau de l'année, notre ami Phileas. Mais match un peu particulier parce que ça commence avec des absents. Là, il y a un écho chez toi, Jean, je crois. Ou chez Mathias. Non, c'est Jean. Coupe ton micro, Jean. Ouais. Merci. Parce qu'il y a Adrien Linda, il joue en QB, donc Brandon Gunner, il n'est pas là. Alors moi, j'ai pas eu l'info, qu'est-ce qu'il a eu, est-ce qu'il était blessé et qu'il pouvait pas le mettre? J'ai pas l'info à vrai dire, mais mais donc il déjà joue 2 matchs, c'est le deuxième match où... Ouais. Mais oui, donc il était plus encore là, donc ils jouent avec leur ancien QB et puis leur joueur multi-outil qui est triple le Taysom Hill, le Taysom Hill de la D1 carrément, oui, c'est pour donner un exemple. Vous avez déjà vu les exploits de Taysom Hill dans la NFL, c'est la même chose avec Adrien Linda cette année. Et donc c'est vrai que là, dans un match comme ça, où en plus tu vas avoir Yanis Paulin qui se blesse dans le deuxième quart-temps. Du côté de Cannes aussi, il n'y a pas Timothée Labarrière. Donc il y a tous les autres receveurs qui vont un peu step up dans ce match du côté de Cannes. Et c'est déjà, il y a une ambiance particulière au niveau des joueurs, des receveurs. On se dit, tout est peut-être possible. Qu'est-ce qui va se passer? Mais malgré tout, ça reste la défense de Marseille qui est incroyable, avec Fayad Saïd qui fait ses sacs, un pass rush, une D-line de ouf. Il y a un moment, il y a un sac fumble qui est quand même c'est incroyable. Ouais, Fayad Saïd dans le match, il fait des trucs, mais c'est absolument incroyable, les sacs, le fumble. Mais après, offensivement, il y a un peu ce même résultat. Il y a un super touchdown d'Adrien Linda, là, quand ils sont devant la end zone et tout, il va jusqu'au poteau, il le met. Mais il y a le super catch de Pedro Rosa, et on retrouve un peu ces matchs de Marseille où je dis la vache, putain, il n'y a pas eu grand chose, et d'un coup, il y a une action spectaculaire. C'est incroyable à voir, mais il manque ce truc, comme j'ai toujours trouvé dans la saison, le manque de gros drive, un peu moins dans ce match, mais quelque chose qui manquait offensivement. Surtout qu'avec la défaite de Marseille la semaine dernière, ils arrivaient avec peut-être une mentalité à dire merde, on a perdu contre Aix, là c'est Iron Mask, est-ce qu'il repose ou pas des gars, il y a des blessés ou pas, il y a quoi, et merde, ça suffit pas quoi pour eux, tu vois. Et un très gros match aussi de Lucas Poutier, le running back numéro 13 de Marseille, qui notamment dans le 3e et 4e quart-temps a réussi à conduire des drives. Et c'est vrai qu'on a un match qui, en début de deuxième mi-temps, semblait s'endormir un peu. On est resté très longtemps sur cette marque de 14 partout. Et dans les 5 dernières minutes, ça a vraiment basculé. Il y a eu ce fumble sack, alors que les Canois étaient en très bonne position pour marquer. Derrière, il y a eu donc une avancée marseillaise, le fameux touchdown de Pedro Rosa, où il jongle avec le ballon, c'est vraiment du bout des doigts, la maîtrise quoi. C'est quelque chose. Et il avait déjà fait 2-3 réceptions importantes en bord de touche, souvent vraiment des catchs qui étaient pas simples à réaliser. On a retrouvé vraiment un très bon Pedro Rosa. Et derrière, on se dit, voilà, ils ont marqué, il reste 2 minutes. Les Canots semblaient avoir un peu de mal offensivement. À ce moment-là, tu te dis, Marseille a fait le plus dur. Il y a mine de rien cet extra point qui est manqué par Mathias. Ah non, c'est pas Mathias cette fois, pardon, Jérémy. Ce que j'allais dire, ça m'a rappelé quelqu'un avec un crâne lisse et qui me fréquente beaucoup. Mais quel Merci de m'humilier.
Mais voilà, c'est gratuit. Et donc on a ce drive canois avec effectivement le touchdown. Alors on l'a pas cité, c'est Fabrice Kenfak qui marque ce touchdown sur le bord de la end zone à 33 secondes de la fin du match. C'est vraiment, et en plus sur le drive suivant, sur les 30 secondes qui restent aux Marseillais, non seulement c'est pas simple, Adrien Linda va chercher des très longues passes, mais en plus ils se font pénaliser une fois ou deux et ils reculent en plus encore, alors que déjà il fallait balancer une passe stratosphérique de 50 yards, ils se retrouvent à devoir balancer 60-65 yards parce que ils reculent avec différentes pénalités. Et cette défaite marseillaise, tiens, on va juste demander l'avis à Mathias avant de nous faire les implications. Toi, t'as surpris cette défaite de Marseille, Mathias? Non, non, On sait que t'es content, cache pas ta joie. Content évidemment, mais elle m'a pas surprise parce que Cannes quand même est en bonne forme. Ils ont les armes pour battre toutes les équipes du Sud et ça on l'a vu. Ils les avaient déjà battus à l'aller. J'ai pas été étonné. Voilà. La défense de Marseille a fait un gros taf comme d'hab, mais on sait que dès qu'elle prend plus de 20 points, c'est la vraie limite cette année. c'est Au-dessus de 20 points. leur limite c'est 14 points. Une fois que les 14 points sont dépassés, Marseille ne peut pratiquement plus revenir. T'as l'impression que si tu passes les 20 points contre Marseille, c'est presque gagné, quoi. Mais le dernier drive offensif là de Cannes est vraiment impressionnant. Il récupère la balle, il reste 3 minutes. Olivier Roy dans sa poche, il fait des trucs de dingue. Ouais. Vous pouvez regarder le drive plusieurs fois. Franchement, gros sang-froid. Il esquive des plaquages, il distribue le ballon. Et gros drive. Et pour moi, c'est l'aboutissement de la saison de Roy là, avec l'Iron Mask. C'est que là, ils ont vraiment un QB qui va être au top de leur système pour les playoffs, quoi. Et ça va être une équipe donc qui termine première. Alors on peut pas vous donner le classement de la conférence Sud puisque, comme on l'a expliqué, le match entre les Argonautes et les Ours va faire que on peut avoir des changements de classement. Ce qui est sûr, c'est que les Iron Mask de Cannes sont premiers de la conférence Sud et ne joueront plus avant le 14 juin et la demi-finale qu'ils recevront. Je dis pas de bêtises, c'est le 14 juin. Non, la demi-finale, c'est le 7. C'est le 7. C'est le 7 et 8. Ok, bon, bref, depuis jusqu'au mois de juin. Peu importe. T'es sûr que c'est le 7? Bon, bref. Oui, j'ai le calendrier en face de moi. D'accord, ok. C'est très bien. La finale, il me semble que c'est le 24. Non, c'est le 28. Oui, wildcard. Ah oui, c'est le 28 la finale, ça c'est sûr. Finale c'est 28 juin, oui, mais le week-end wildcard c'est le 24 mai et demi-finale c'est le juin. D'accord, très bien. Donc le 7 juin, ils ne joueront plus avant le 7 juin du côté de Cannes. Un gros mois Par mois contre, de repos. pour la deuxième et troisième place, ça peut encore se jouer. Pour faire simple, si les Ours de Toulouse battent les Argonautes, ils deviennent alors deuxième et les Grizzlies sont troisième. Si jamais ce sont les Argonautes qui gagnent, les Blue Stars se qualifient en troisième place et les Grizzlies sont deuxième. C'est ça, j'ai pas dit de bêtises. Et voilà. Je parlais sous couvert de Flo qui m'a fait des excellents scénarios de play-off. Il m'a tout donné. Je remercie grandement Flo. Merci Flo. Parce que le nombre de scénars avec les points était assez hallucinant, quoi. C'était dingue et je ne l'aurais honnêtement pas fait aussi bien. Donc voilà, il nous a tout donné clé en main. Il a dit vous pouvez le publier, il y a pas de souci. Voilà, donc un grand merci à Flo encore une fois. Là c'est plutôt simple. Si les Ours gagnent, ils se qualifient, mais ils seront troisième. Oui, c'est ça. Non, ils seront deuxième. Et si les Ours perdent, c'est les Blue Stars qui se qualifient. C'est assez incroyable quand même pour les Ours de récupérer une deuxième place de la conf après la deuxième partie de saison. Voilà. Et ça a une importance parce que ça permet de recevoir le tour de wildcard. La deuxième place, on le rappelle pour ceux qui sont pas formés au play-off de D1 et ils croiseront donc avec le troisième de la conférence Nord. Parlons de cette conférence Nord. Alors on va évacuer tout de suite peut-être le match entre le Flash et les Cougars, puisqu'on va peut-être pas... Pourquoi il rigole? Mathias, il arrête pas de rigoler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il te fait rire? C'est le Flash qui te fait rire? Non, c'est le mot Cougar, ça me fera rire toute la saison, je pense. D'accord, ok. On salue nos amis des Cougars de Saint-Ouen-le-Beaune, bien évidemment. 60-0 pour le Flash. Ouais. Voilà. Tout est dit. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre à dire. Ça confirme ce qu'on disait dans l'autre poste, c'est ils ont été joués. Alors là, ça s'est franchement ressenti physiquement que ils sentaient que c'est le dernier match, faut le jouer. Parce que c'était, je pense, même pénible, d'encaisser un truc comme ça. Enfin, c'est pas facile. Donc, courage pour la suite pour le club.
Ouais, c'est ça. Ils en avaient pris 51 au match aller Et le Flash joue avec beaucoup de backup dans un match comme ça. Hein. C'est rotation extrême. Hein. Surtout que eux, ils savent qu'ils vont devoir faire face à une wildcard dans 2 semaines. Hein, le Flash, pour le coup. Donc ils n'auront pas un mois de repos jusqu'au prochain tour. Ils joueront dès le 17 mai pour le Flash. Donc c'est vrai que il y a cet aspect-là à prendre en compte. Donc ils en avaient mis 51 à l'aller, ils en mettent 60 au retour. Bon, après, c'est toujours le même problème. Est-ce qu'on peut se baser, et c'est encore une fois sans aucune moquerie ou quoi que ce soit, ou aucun mauvais esprit, mais est-ce qu'on peut vraiment se baser sur ce match-là pour se dire, ah bah ça y est, le Flash offensivement est revenu au top? Je suis pas certain. Ça permet de travailler des systèmes, ça permet de voir des joueurs, d'essayer des joueurs, comme tu l'as dit, de faire de la rotation, de donner des snaps, de donner des reps à plein de gens. Mais de là à dire bon bah ça y est, le Flash est revenu à son meilleur niveau parce qu'ils ont mis 60 points contre les Cougars. Voilà, au mieux, tu as pris des reps. Si tu joues ton match de playoff et que tu as un blessé, bah, tes backups connaissent le jeu. Enfin, ça peut être intéressant. Ça te débloquera peut-être une situation que tu n'aurais pas prévue. C'est tout. Quoi. Ouais. On met qui en quarterback pour le tour de wildcard du côté du Flash? Mais Paul Durand, on met Léo Crémadès. Parce que sur les derniers matchs, est-ce que Paul Durand a joué plus que Crémadès? C'est Paul Durand qui a starté. Ouais, donc bon, bah, il y a quand même. Après, il y a eu Léo qui a rejoué, je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. Léo est revenu sur le terrain ensuite. Et le match d'avant, je crois que c'était Paul Durand aussi qui startait. Donc voilà, c'est à voir. Ça va être. Ça va peut-être dépendre justement parce que le Flash sera deuxième de Conf Nord. Oui. Donc, ils joueront le 3e de Sud, et donc le 3e confus, là, reste à déterminer. Donc, c'est ça. Ça se trouve, ce sera les Grizzlies, on enverra Jean pour aller voir Flash Grizzly. Oh, ça peut jouer, quoi. Mathias, il va monter jusqu'à la Courneuve pour croiser Jean. Je crois que même si tu veux m'envoyer, ça va pas dépendre de toi, ma présence au Stade André. Non, ça dépend du Flash s'ils ont envie de nous voir ou pas. Voilà, c'est eux qui décident. Nous fions à leur jugement. Voilà, rien de plus, rien de moins. On parle assez rapidement aussi des Diables Rouges contre les Léopards. Alors là, un match sans enjeu, complètement sans enjeu. Pour le coup, le seul enjeu, c'était de savoir si Rouen allait finir 4e ou 5e de la conférence Nord. Bon, finalement, victoire 45-20 des Diables Rouges. On a trouvé, bon voilà, en fait ils ont commencé le match de la même façon qu'au match aller, à savoir première passe, premier touchdown pour les Diables Rouges. Voilà, ils nous avaient déjà fait le coup. Ils ont déjà fait le coup au match aller, ils ont refait la même, copier-coller, première passe et touchdown. Bon, ils ont pris tout de suite assez rapidement de l'avance. Rouen a tenté de revenir, mais bon, ça, on sentait quand même qu'il y avait un petit niveau d'écart et clairement, voilà, une victoire des Diables Rouges, Julien, sans trop d'histoire sur le terrain de Rouen. Au moins, les deux équipes vont jouer le maintien. Les Diables Rouges sont là où on les attendait. C'est dommage de ne pas avoir confirmé sur une deuxième partie de saison. Là, contre des adversaires comme ça, à leur niveau, mais un peu au-dessus, tu sens quand même que 10, il s'est fait plaisir. Il a bien redistribué le ballon sur les gauchoirs, c'est tout. Enfin, ça leur a permis au moins de remettre une victoire au compteur, de faire des trucs offensivement intéressants. Rouen, pareil, ils ont montré des trucs offensifs qui ont marché, quoi, parce qu'au final, avec Noah Caro en QB et Nicolas Kremer en receveur, ça a mieux marché. Et puis, pareil avec Maslow aussi qui avait des trucs. Mais une défense qui est bon, je voyais des gars des Bleus Rouges qui étaient à 1 contre 5 et ça passait. Bon, c'est là où la différence se faisait, quoi. Donc, au moins, leur saison se termine sur une bonne note, quoi. Oui, c'est ça. C'est une bonne note. Et puis, voilà. C'est un classement en conférence Nord. Alors, on pourrait en discuter entre les Molosses et le Flash. On va y revenir juste après parce que peut-être que si on faisait un power ranking plutôt qu'un classement, peut-être que les Molosses seraient au-dessus du Flash. Mais sur la deuxième partie de classement, le classement Diable Rouge, Léopard, Cougar me semble plutôt fidèle à ce qu'on a pu voir pendant toute la saison. C'est clairement les Léopards sont un cran au-dessus des Cougars et les Diables Rouges semblent un cran au-dessus des Léopards, donc c'est plutôt fiable. Alors parlons quand même de ce choc entre les Molosses et les Black Panthers.
On avait déjà eu un match, peut-être l'un des plus beaux matchs de l'année, au match aller entre les deux équipes. Il y avait d'ailleurs eu, c'était dans ce match-là qu'il y avait eu la fameuse interférence de passe de l'arbitre. Oui, souvenez-vous-en. Oui. Je crois qu'on ne s'en lassera jamais. Ça fera partie du best-of de la saison 2023 que Jules va nous compiler, j'en suis sûr. Il va nous faire une vidéo. Sûr même, c'est un truc comme que les arbitres vont revoir eux-mêmes. Je pense que même eux doivent analyser ce truc plusieurs fois pour se préparer. Ça n'arrive plus. Alors ça n'est pas arrivé du côté des Black Panthers de Thonon, mais on a quand même eu, Julien, un match où les Black Panthers ont comme rarement été mis en difficulté sur leur terrain cette saison. Ouais. C'était un sacré match, quasiment un petit match de play-off de Conférence Nord. Le stade était bien rempli, il y avait une bonne ambiance. Mais ça n'a pas empêché Thonon d'enchaîner une nouvelle victoire, 9 victoires d'affilée. La première défaite, c'était en week 1. Mais tous les playmakers étaient là. Adel Bavdil a fait tout ce qu'il sait faire, que ce soit sur special team ou en défense. Odell Turnbull, le tight end des Black Panthers, a été un sacré playmaker avec des touchdowns. Et les Molos craquent un peu sur des détails. Ils se font vraiment mal sur des détails sur les flags. Je crois qu'à un moment, il y a un stop défensif et au final, ça repart sur une première tentative étonnante. Mais un gros match, quoi, comme à l'aller, quoi. C'est un vrai gros match. Et alors là où les Black Panthers ont été très forts, c'est que à chaque fois que les Molosses ont repris le score, il n'y a pas eu le temps de douter quasiment. Dès que les Molosses repassaient devant sur le drive suivant, voire même pour le début de deuxième mi-temps sur le coup de pied d'engagement, les Black Panthers reprenaient l'avantage. Vraiment, ils n'ont pas laissé de place au doute. En fait, on s'est pas dit bon bah tiens, ça y est, ils sont en difficulté, ils ont été tenus, ça, il y a pas de doute là-dessus. Et même statistiquement, c'est ça qui est peut-être le plus impressionnant. À la fin du troisième quart-temps, les yards offensifs, il y en a plus pour les Molosses que pour les Black Panthers. Donc voilà, c'est une équipe qui vraiment a joué les yeux dans les yeux, Mathias, avec les Black Panthers, et c'est quand même assez rare pour le signaler dans cette saison de D1. C'est assez rare et surtout, ça faisait un moment que les BP n'avaient pas été mis en aussi grande difficulté sur certaines saisons, je trouve. Et surtout en match aller et retour. Oui, c'est parce que ça fait 2 fois cette saison qu'ils sont tenus par les Molosses à peu de choses, quoi. Et les Molosses, ils sont vraiment constants. Alors que l'année dernière, justement, ils avaient fait un bon début de saison, mais ils s'étaient un petit peu relâchés. Parce que du coup, ils envoient les Léopards en play-off l'année dernière, qui avait été le promu, il me semble. Oui. Et cette année, je pense qu'ils avaient à cœur de vraiment prouver que ils avaient repris cette domination qu'ils ont depuis toujours un petit peu dans le Nord. Et là, clairement, on a un candidat. Alors, je sais pas jusqu'où. Un candidat peut-être à la finale qui se retrouve en 3e position parce que les Molosses, du coup, avec cette défaite-là, se retrouvent 3e de la conférence Nord. Ils vont devoir aller jouer chez le 2e de la conférence Sud. Ça va pas être un parcours facile. On peut se retrouver, il y a un monde dans lequel on se retrouve avec un Black Panthers Molosses en demi-finale du championnat. Et je pense que ce sera un cadeau ni pour les Molosses ni pour les Black Panthers. Tu vois, je pense que les deux seront pas très contents de se croiser. Mais voilà, ça peut donner des playoffs assez dingues quand même. Et les Molosses, attention, parce que va pas falloir les prendre à la légère. Hein. Et je serais pas étonné que le vainqueur de ce match soit le vainqueur, soit le champion en titre. Soit le champion de France quelques jours. Oui. En tout cas, ça nous promet une très belle fin de saison, d'autant que, il faut quand même le signaler, parce que déjà parce qu'on va en parler sur The Playoff et parce que ça peut être une donnée qui a son importance, les Black Panthers vont jouer en Coupe d'Europe ce week-end, le 10 mai.
le 10 mai et peuvent En éventuellement, CEFL. s'ils se qualifient, avoir la Coupe d'Europe CEFL jusqu'au 21 juin. Donc pourraient alterner D1 CEFL, D1 CEFL. Un peu moins de repos pour eux. Hein. Voilà, ce qui peut enlever du repos, même s'ils ont fini premier de la conférence Nord, ils peuvent potentiellement jouer la semaine juste avant ou juste après Allez voir, ouais, c'est quoi s'ils battent là les Badalona Dragons, c'est Je quand crois le qu'après c'est premier le match 29 mai ou le 30 mai ou un truc comme Ils ça. sont pas affichés, ouais, encore les dates, mais Si, il y est sur un article de la CEFL. C'est le ah, ok. 31 mai. Ouais, il est pas dans le schedule, ouais. Le demi-finale, c'est le 31 mai, la finale le 21 juin. Ok. Donc, Ouais, donc ce serait voilà, la ça semaine leur avant remplit bien leur calendrier, là, les Black Panthers. Ouais, ce serait s'ils sont en demi-finale CEFL, c'est la semaine juste avant la demi-finale de Et D1. souvent, c'est là justement en CUFL où vraiment le niveau commence à devenir élevé en demi-finale avec des matchs vraiment intenses en défense. Ouais, pour avoir suivi la CEFL l'année dernière sur les matchs Black P et Flash, c'est vraiment les matchs demi qui sont. Ils avaient été tous les deux éliminés au stade de demi-finale l'an dernier. Les Black Panthers et le Flash, Black Panthers qui seront les seuls représentants français en CEFL dans cette année 2025. Et vous aurez évidemment le résumé du match contre les Badalona Dragons, c'est ça, hein, c'est Badalona Dragons, je crois. Nos amis espagnols, demi-finalistes en Espagne l'an dernier. Ça se joue le 10 mai et ce sera à 18h, je crois, du côté de Thonon-les-Bains. Le coup d'envoi est à 18h, me semble-t-il. Voilà. Donc, vous pouvez suivre ça. En gros, samedi, vous avez une soirée de foot américain. À 18h, la CUFL avec les Black Panthers. Et à 19h, le match entre les Argonautes et les Ours de Toulouse. Vous pouvez vous faire un double écran. Et comme ça, vous vivrez un peu de ma vie. C'est le vie ma vie. Ma vie de l'époque, tu sais. Voilà. Il me manque un œil au milieu du front supplémentaire. Le cyclope. On va savoir pourquoi on appelle le cyclope. Voilà pour ce tour d'horizon de la 10e journée de D1. On se retrouvera en fin de semaine pour un podcast NFL où on parlera notamment des New England Patriots et de leur intersaison réussie. Jusque-là, justement, on se Je suis d'accord. si c'est une belle... Julien valide et Wake va valider lui aussi de son côté. Une très belle bonne draft. Très bonne draft. Voilà, une très belle intersaison de la part des Patriots. On en parlera en fin de semaine et puis on balayera l'actualité justement de la FC Est avec un possible trade de Jalen Ramsey, avec aussi les prolongations qui ont été faites du côté des Bills et les arrivées du côté des Bills de Buffalo. On parlera de tout ça dans le podcast NFL de la semaine qui sera principalement axé donc sur les New England Patriots. Voilà pour le programme et donc la semaine prochaine, samedi, la D1 et la CEFL. On se retrouve pour le podcast D1 juste après les wildcards. Ce sera donc la semaine du... tu m'as dit, le wildcard, c'est le 24 mai. Ce sera le lundi 26 ou le mardi 27. Voilà, nous nous retrouverons en podcast le mardi 27. N'oubliez pas, évidemment, le 17 mai, il y aura le début de la saison des Paris Musketeers contre le Rennes Fire. Ce sera en direct du stade de Robert Bobin à Bondoufle. On vous réserve quelques surprises, mais on vous dira ça la semaine prochaine. Et le 13 mai, pardon, il y aura aussi un podcast LF où on fera la présentation de toute la saison des Paris Musketeers. Que j'ai hâte parce qu'il s'en passe des choses dans des LF. Ce sera avec Wake et Julien. Ce sera mardi prochain sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà pour tout le programme. Merci beaucoup, Jules. On te retrouve sur Spring Football News comme toujours, notamment sur Twitter, sur Instagram. Mathias, tu salues les Grizzlies catalans pour nous, comme d'habitude. J'attends toujours mon t-shirt au passage. Et Jean, voilà, on va faire la demande. Et puis Jean, comme d'habitude, on te retrouve sur le bord des terrains de D1. Peut-être, on va savoir. J'espère en tout cas, j'espère. On te voit à la télé sur la 3F TV sur la highlight. Oui. Et Mathias aime beaucoup ta coupe de cheveux. Allez, c'est là-dessus qu'on se quitte. On se dit à tous une très bonne journée et portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao.